Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bien, bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Il y a donc eu une interruption de 3 semaines presque. Donc on va continuer la série des cours et des séminaires. Bon, l'ordre n'est pas parfait, je vous avais dit que pour pouvoir accueillir un certain nombre d'intervenants et m'ajuster sur leur calendrier, je n'avais pas pu réaliser un ordre parfait. Logiquement, la séance de la semaine prochaine aurait été mieux aujourd'hui. Mais ça ne fait rien, on fait une petite parenthèse en quelque sorte pour regarder un petit peu les modèles sur lesquels on pourrait éventuellement appuyer des projections. Ce n'est pas le cas en pratique, mais ça permet d'alimenter au moins la réflexion pour savoir dans quelle direction on peut aller. Jusqu'ici, on a essentiellement étudié l'évolution démographique en inventoriant des variables qui peuvent agir sur le comportement des individus. Donc certaines d'entre elles sont évidemment de nature économique, le revenu, le niveau socio-professionnel, etc. Mais il est clair que les relations ne sont pas forcément à sens unique. Ce n'est pas forcément de l'économie vers la démographie. Donc il faut envisager aussi des processus un peu interactifs entre les deux grandes sphères démographiques et économiques. Et d'ailleurs, on le voit depuis le début de la démographie. On peut même d'ailleurs envisager que les variables démographiques s'influencent les unes les autres, donc avoir des processus purement endogènes. C'est le rêve un petit peu pour le démographe. Il pourrait travailler en circuit fermé, si je puis dire, et faire des prévisions basées sur l'évolution passée. Donc on va voir comment on a essayé, on s'est risqué un petit peu dans cette direction dans une première partie, et puis ensuite on verra les interactions entre véritablement des variables économiques et des variables démographiques. Un aspect particulier dans tout cela, c'est aussi la situation de crise de mortalité le plus souvent. Et une question qui est posée, c'est la capacité de récupération d'une population, on l'a déjà brièvement évoqué, donc en cas de crise. Donc là aussi, les modèles peuvent servir à ce type d'analyse, de voir si on peut revenir à un équilibre et comment. Alors, dans la première partie, donc, on va s'intéresser à des modèles homéostatiques, endogènes, c'est-à-dire internes aux variables démographiques, sans faire appel à d'autres variables externes. J'en proposerai 4 exemples. En fait, il y en a 2 que j'ai déjà brièvement évoqués. La relation possible entre mortalité infantile et fécondité au cours de la transition démographique, et puis la régulation par la nuptialité. Alors, commençons par cette question de la mortalité infantile et de la fécondité. Quand on était à la recherche des diverses étapes de la transition, une variable qui a été mise en avant était l'évolution de la mortalité, puisqu'effectivement, ça fait partie de la transition, et de son effet possible sur les comportements de reproduction. Autrement dit, en pratique, ça veut dire que les couples, normalement, sont capables de réaliser qu'au fil des ans et des générations, la survie des enfants est bien plus importante, et que donc, c'est peut-être pas la peine d'en avoir autant. Pour refixer les idées, je rappelle que dans les régimes démographiques traditionnels, pratiquement la moitié des enfants pouvaient décéder avant 5 ans. Donc je pense que c'est suffisamment un impact suffisamment fort pour qu'au niveau individuel, sans être statisticien et démographe, on soit capable d'en prendre conscience. Alors, il y a eu beaucoup de travaux sur cette question. Je vais juste vous rapporter une étude assez vaste qui avait été faite par une équipe des démographes de Princeton, Hansley Cole, sous la direction d'Hansley Cole, que j'ai déjà évoqué, dans les années 80. Donc, ils ont cherché à vérifier l'hypothèse dans un ensemble de pays européens. Ces pays ayant de bonnes données statistiques, on pouvait correctement suivre l'évolution des divers paramètres démographiques. Et une originalité de l'étude, c'était de se faire au niveau régional, pas seulement au niveau des nations, mais au niveau régional, et même dans le cas de la France, ça voulait dire au niveau départemental, parce que les statistiques étaient généralement organisées sur la base départementale. Alors, ça a donné lieu à un bouquin entier, donc les résultats sont un peu mitigés. Que l'on travaille au niveau des pays,
ou celui des entités donc, subnationales, des régions, des départements, la corrélation entre la mortalité infantile et la fécondité à une date donnée, certes, est souvent positive, mais pas toujours, et généralement relativement faible. Alors, j'ai retenu une présentation dans cet ouvrage de Cole et Watkins. En fait, vous avez là 3 graphiques côte-côte qui représentent en abscisse le niveau de la mortalité infantile. Et ici, alors c'est un indicateur de fécondité légitime dans le mariage. À l'époque où nous nous situons, la fécondité était massivement légitime. Et dans le schéma analytique qui avait été proposé par l'équipe de Princeton, il y avait 2 ou 3 paramètres, dont un qui représentait donc la fécondité dans le mariage, c'est-à-dire les comportements réels, indépendamment du mariage lui-même, de la nuptialité, les comportements réels de reproduction, de fécondité. Donc, on a 3 dates successives, 1870, 1900, 1930, et les niveaux de mortalité infantile, à chaque fois, vous voyez, vont de 0 à 300. Hein. On a 100 et 200, donc 0 à 300 pour 1000. Et là, on est au niveau des pays. Il y en a, je crois, une quinzaine à peu près sur chaque graphique. Donc, chaque point, c'est un pays. Bon, en 1870, on voit que les niveaux moyens de mortalité infantile, évidemment, sont assez élevés. Ils sont tous au-dessus de 100 pour 1000. Ils sont entre 100 et 300. Mais on voit que certains pays qui ont une mortalité infantile encore très forte, presque 300, ont déjà néanmoins une fécondité qui n'est pas parmi les plus élevées du groupe. Alors il y a le cas de la France, évidemment, qui se distingue complètement, puisque la France était en avance sur tous les autres d'une cinquantaine ou presque une centaine d'années dans le processus de transition. Donc le parcours de la France, on le voit comme ça, il s'est détaché du peloton très nettement. Donc ici, si on veut voir une corrélation, on mettrait plutôt une vague corrélation négative, en enlevant le cas de la France, un peu atypique. En 1900, les taux dans l'ensemble de fécondité ont baissé, ceux de mortalité infantile un peu aussi, pas énormément, on est quand même presque toujours au-dessus de 100, et on a un nuage de points, pour le coup, qui n'incite pas, qui ne permet pas de voir une corrélation très forte. Et en 1930, donc la dernière date dans ce schéma de transition. Là, alors, bien sûr, les niveaux de fécondité maintenant ont beaucoup baissé. Dans tous les pays, la transition de fécondité s'est vraiment amorcée. Et on aurait peut-être une corrélation, effectivement, plutôt un peu positive. Mais vous voyez que ce n'est pas extrêmement probant, et il y a beaucoup d'analyses dans l'ouvrage qui suggèrent que la relation n'est pas très forte, c'était alors qu'on l'attendait, si je puis dire. On pensait qu'on allait pouvoir démontrer, en travaillant à une échelle, alors éventuellement plus fine, au niveau local, il faut regarder pays par pays, donc je ne vais pas vous infliger tout ça. On pensait qu'on verrait un petit peu mieux les étapes et donc le décalage éventuel entre baisse de mortalité et baisse de fécondité. Donc à la fin du chapitre sur ce thème, l'auteur disait « Nous ne pouvons pas conclure que les données historiques confirment l'hypothèse que le déclin de la mortalité infantile induise un déclin de la fécondité ». Donc si on cherchait quelque chose qui allait déclencher le processus de baisse de fécondité, apparemment, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, une mortalité élevée comme une fécondité élevée sont toutes deux incompatibles avec le mode de vie et l'approche rationnelle des questions de santé qui prévalent aujourd'hui dans les pays développés. Les deux déclins ont donc contribué, en parallèle, j'ajoute ça, au processus de modernisation plus global. Donc quelquefois en retard, quelquefois en avance, quelquefois simultanément. Dans les pays du tiers-monde, donc pour des périodes plus récentes, le constat est semblable. Donc on ne peut pas conclure des diverses analyses qui ont été faites que la baisse de la mortalité infantile est un prérequis pour la baisse de la fécondité. Encore une fois, ça serait agréable. Quand je vous parlais de la façon dont on peut prédire un petit peu l'évolution de la fécondité dans des pays où elle n'a pas encore baissé, si on pouvait la relier directement à la mortalité générale ou infantile qui, elle, a déjà baissé, on aurait un outil utile. Bon, néanmoins, ça participe probablement du processus global, effectivement, de modernisation. Le second exemple que je veux reprendre, c'est que j'ai brièvement évoqué aussi, c'était la question du mécanisme régulateur du mariage dans l'Europe ancienne. Alors le mariage, est-ce une variable démographique ou pas? On peut discuter. Ça fait partie de la panoplie des indicateurs qu'utilisent les démographes, mais bon, c'est un acte d'état civil. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit qu'il ne sert plus à grand-chose, en France par exemple, dans les études de reproduction. Mais traditionnellement, le mariage marquait le début de la période reproductive, comme je l'ai dit, et donc c'était de ce point de vue, c'est une variable démographique intermédiaire, dans le langage que j'avais aussi utilisé, clé. Alors, on sait notamment, les historiens démographes se sont notamment intéressés aux situations de crise
et aux capacités de récupération. Si on a une vision d'une population dans l'histoire, dans nos pays, qui était plutôt stationnaire en moyenne ou faiblement croissante, qu'est-ce qui se passait quand même quand la mortalité fluctuait fortement, et elle fluctuait fortement. Alors le cas de l'Europe de l'Ouest est assez intéressant parce que on est dans un contexte familial de type nucléaire, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant atteint l'âge adulte, pour s'installer économiquement, il doit quitter sa famille, ses parents, et s'installer économiquement ailleurs. Il y a d'autres, même en France, il y avait d'autres systèmes de famille dans lesquels les enfants restaient sur l'exploitation agricole et participaient aux travaux avec la génération d'avant, et puis éventuellement, à un moment donné, prenaient la relève. Mais dans toute une partie de la France et de l'Europe, c'était le système nucléaire. Donc, pour pouvoir s'installer et donc nourrir sa famille, donc se marier, il fallait trouver une terre. Or, on était dans un système, un monde qui était assez plein de ce point de vue-là. C'était encore l'époque où les moines défrichaient les forêts françaises, mais on avait déjà conquis pas mal de terres et ce n'était pas à la portée d'un jeune adulte de se trouver tout seul une terre, si je puis dire. Il fallait qu'il récupère une pièce de terre qui se libérait quelque part. Et elle se libérait essentiellement par le décès du titulaire. Le niveau de la mortalité et des fonctions de survie était tel que ça se produisait en moyenne vers 27-28 ans. Donc à 27-28 ans, les hommes pouvaient devenir autonomes et s'installer. Et ils épousaient en général une femme de l'ordre de 2 ans de moins qu'eux. D'où ce mariage assez tardif, et d'où aussi cette capacité de récupération. Parce que si, à un moment donné, vous avez une forte crise de mortalité qui touche un peu tous les âges, ça va donc tuer davantage d'adultes qu'en temps normal, donc libérer plus de terre qu'en temps normal, ce qui permettra à des couples plus jeunes de s'installer. Du coup, ils auront une vie reproductive plus longue, parce que si la femme se marie à 20 ans au lieu de 25, elle a 5 années de plus pendant lesquelles elle peut avoir des enfants. Donc, non seulement le circuit serait à mort, si je puis dire, mais on a même un surcroît de fécondité pour cette génération. Alors, ça ouvre donc une possibilité de compensation de l'excédent de décès, et il faut essayer de voir jusqu'où ça pouvait aller quand même. Alors, ça a été beaucoup étudié par l'historien démographe français Jacques Dupaquier, mais je vais vous présenter là des résultats plus parlants de Massimo Livi Bacci, qui a fait la même étude sur la Toscane au XVIIe et XVIIIe siècle. Il a montré que, en regardant donc les données sur longue période, le mécanisme permettait de récupérer à peu près des crises de mortalité allant jusqu'à 50% de supplément de décès par rapport à l'année normale. Donc on commence par tracer une courbe long terme où on voit la mortalité donc en année normale, puis on regarde tout ce qui dépasse, et notamment quand ça dépasse de 50% ou de 100%, on va voir un deuxième seuil tout à l'heure. Alors, 50% de décès en plus d'une année, c'est évidemment violent. À notre échelle, la canicule, c'est rien, puisque 50% de décès, ce serait 400 000 en plus. La canicule avait fait 15 000 morts. Bon. Donc c'est vraiment déjà un choc très brutal. Mais on le mesure plutôt à l'échelle de paroisses, donc de petites entités géographiques. Néanmoins, sur la population, si elle est à peu près, la règle du taux de mortalité, qui est le rapport entre le nombre des décès et la population, simplement montre que 50% de décès en plus, ça veut dire 2 à 3% de population en moins, tous âges confondus. Bon, c'est pas rien, et c'est ça qu'on peut éventuellement récupérer. Alors ça, c'est pour des crises qu'on pourrait qualifier finalement de relativement ordinaires. Il y a eu, au XIVe, XVe siècle, des crises encore plus catastrophiques, et notamment les grandes épidémies de peste, qui pouvaient alors là, tuer jusqu'à 30 ou 50% de la population d'une ville ou d'une région. C'était très localisé, hein. Là où la peste passait, ça faisait des dégâts énormes. Par contre, à 5-10 km, ça pouvait n'avoir aucun effet. Alors, voilà des graphiques produits par Massimo Livi Bacci. Alors attention à bien comprendre ce que c'est. Ici, vous avez une échelle des temps, donc on commence à 1580 en pratique, et c'est la fréquence des crises de mortalité. Ici, des crises entraînant un excédent d'au moins 50% de décès. Et donc on a dit celles-là, elles sont en principe récupérables. Est-ce qu'elles étaient fréquentes ? Vous avez ici la fréquence par période de 10 ans, et ici j'ai mis une échelle qui vous donne la périodicité finalement, peut-être plus parlante.
Donc on voit qu'on était souvent au niveau d'une crise tous les 30 ans, mais il y a eu des périodes où on arrivait à une crise tous les 10 ans, et qui se répétait. Donc. Là, ça devient assez important, puis ça veut dire que dans l'histoire d'un individu, on a le temps de voir passer plusieurs crises, tous les 10, 15, 20 ans, on a le temps d'en voir plusieurs dans sa vie. Néanmoins, toutes celles-là pouvaient être amorties par le processus de récupération par le mariage. En revanche, les crises qui dépassaient 100% de surcroît de mortalité, donc un doublement de la mortalité, elles n'étaient pas récupérables et elles sont évidemment un peu moins fréquentes, c'est un sous-ensemble du graphique précédent, mais on voit que dans cette mauvaise période de 1660 à 1680, elles arrivaient quand même, en moyenne tous les 15-16 ans, c'est-à-dire que la fréquence était de 70% au cours des 10 années, pendant 10 années. Et puis bien sûr, au fil du temps, ces crises-là s'amortissent, et elles s'amortissent plus vite que les crises plus limitées. Vous voyez qu'ici, on a encore une crise de 50%, alors qu'on la voit beaucoup moins. Enfin, la fréquence des crises de 50% est encore forte, alors qu'elle est déjà beaucoup diminuée pour les crises les plus fortes. Voilà, donc on a là un mécanisme qui est assez performant, ou qui l'a été dans le passé. Bien entendu, ça repose sur ce système de régulation du mariage, donc ça suppose un mariage tardif. Ça ne peut pas fonctionner dans des sociétés où on se marie de toute façon à 18 ans. Donc ça a été probablement vrai pendant une période de 3 siècles de notre histoire dans certains pays d'Europe occidentale et du Nord. Mais c'est un beau processus purement endogène. Alors je passe maintenant à tout à fait autre chose. Dans les années 70, il y a une thèse qui a eu un assez grand succès, qui avait été proposée par l'économiste américain Richard Easterlin. Richard Easterlin a beaucoup produit en économie de la famille et en démographie, de plusieurs façons, plutôt au niveau macroéconomique que micro, mais quelquefois un peu en mélangeant les deux. Il a fait des travaux assez originaux. Et là, on est sur, au contraire, quelque chose d'extraordinairement simple, donc on pourra peut-être taxer de simplisme, qui consiste à essayer de voir si on ne peut pas faire dépendre la fécondité, à un moment donné, de la structure par âge. Donc la structure par âge, c'est une donnée démographique. Est-ce qu'il y a des structures par âge qui favorisent ou défavorisent la fécondité? Alors l'idée, et j'y reviendrai pour l'aspect économique tout à l'heure, c'est que les couples vont déterminer leur comportement de fécondité en fonction des difficultés qu'ils rencontrent au moment d'arriver sur le marché du travail, au début de leur carrière professionnelle. Et l'un des éléments de difficulté peut être le fait qu'il y a des déséquilibres générationnels tels que les jeunes générations ont du mal à se faire une place dans un marché du travail qui est encombré par des personnes plus âgées et qui occupent les meilleures places. Alors plus concrètement, l'idée c'était finalement de relier à la fécondité, alors ici ça s'appelle somme de naissance réduite, c'est un vieux terme si je puis dire, c'est ce que j'ai appelé jusqu'ici je crois l'indice synthétique de fécondité. Les démographes l'ont appelé à un moment donné, les Français surtout, somme de naissance réduite, mais c'est rigoureusement la même chose. Ça suggère bien que c'est la somme des taux de fécondité à un moment donné. Bon. Donc vous avez ici une évolution pour la France, et on le relie au rapport entre la population d'âge 35-54 ans aux 35-64 ans aux 15-34 ans. Alors pourquoi? Parce que les 15-34 ans, ce sont donc ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail et sur le marché matrimonial, qui vont faire leurs premières expériences, qui vont voir si on peut trouver facilement des boulots, si c'est des boulots bien rémunérés ou des CDD, ACO, etc. Bon. Ils vont en tirer des conclusions pour leur comportement, surtout reproductif. Le fait qu'on utilise cet indicateur transversal ici est tout à fait approprié, puisque effectivement, le pessimisme à un moment donné, ça peut se traduire par le fait qu'on aura moins d'enfants au final, mais surtout par le fait qu'on n'est pas pressé de les avoir, et donc on va les décaler dans le temps. Et ça, c'est ce que répercute justement, c'est un défaut qu'on lui reproche, ici c'est un avantage, c'est ce que répercute cet indicateur qui est purement transversal. Donc dans une période où les jeunes sont proportionnellement plus nombreux, leur nombre proportionnellement augmente par rapport aux plus âgés, eh bien, ils vont sans doute rencontrer davantage de difficultés sur le marché du travail, et donc peut-être avoir un comportement de fécondité restreint.
Donc ce schéma a été testé par Easterlin et d'autres sur un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis, et en général sur la période allant de l'immédiate avant Dernière Guerre mondiale aux années, à l'époque, donc 70, puisque c'était le moment où cette thèse se diffusait. Ici, j'avais fait le graphique pour la France, et il est effectivement... Alors, évidemment, pour qu'il soit aussi beau, il faut évidemment un peu tricher sur les échelles. Vous avez ici l'échelle de la fécondité, et puis là, vous avez l'échelle du rapport des effectifs de population. Bien sûr, je les ai ajustés pour que les courbes se superposent parfaitement. Mais c'est vrai qu'en variation relative, les évolutions sont identiques, et surtout, on voit cette espèce de creux au milieu du baby-boom, qui est bien reflété, et quand on a des données un peu avant, on voit le début de la montée du baby-boom. Alors, là où la chose devient également intéressante, c'est que si la fécondité dépend de ces effectifs-là, ces effectifs-là, vous pouvez les projeter facilement, puisque vous cherchez à projeter la population de 15-34 et de 34-64, c'est-à-dire des effectifs de population qui existent déjà. Donc c'est juste une hypothèse de mortalité qu'on peut faire de façon assez sereine. Donc vous pouvez projeter cette évolution-là, et dans ces cas-là, en principe, vous auriez pu prédire l'évolution de la fécondité à l'échéance de 15 ans. Donc c'était au moment où ceci se discutait, on était par là, donc on avait des raisons d'espérer un arrêt de la baisse de la fécondité. Et puis après, ça peut développer éventuellement des processus cycliques, puisque donc le nombre de naissances va définir le nombre de personnes futures d'âge 15-34 ans, etc. Et donc on a un processus qui peut être éventuellement cyclique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pas tout à fait ça. Donc l'extrapolation des rapports des effectifs supposait bien que ça allait remonter beaucoup. Si la fécondité avait suivi, on serait aujourd'hui à 3 enfants par femme. Donc on n'y est pas. En revanche, c'est vrai que la baisse s'est arrêtée. Et ça, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient prédit. Donc de ce point de vue, je trouve que, et c'est vrai pour beaucoup de pays dans lesquels le calcul a été fait. Donc, on ne peut pas en tirer de très grandes leçons, mais quand on dit que le modèle d'Easterlin ne marche pas du tout, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'encore une fois, déjà avoir réussi à anticiper que la baisse allait s'arrêter, c'était pas si mal. Maintenant, on peut évidemment se dire qu'un processus potentiellement cyclique qu'on a testé sur seulement un demi-cycle, ce n'est pas encore très convaincant. Donc c'est sûrement plus compliqué dans la réalité que ce que ce schéma suggère. Alors je vais prolonger par une toute autre approche qui a été proposée récemment en se fondant sur la théorie de la viabilité. Alors c'est une approche mathématique un peu compliquée, donc je vais vous dire des choses simples quand même, qui a été développée par Jean-Pierre Robin, un mathématicien français qui, je crois, d'ailleurs est décédé tout récemment, et qui a été appliquée ici à la fécondité par Noël Bonneuil. Alors, le tout petit peu de mathématiques qu'il faut quand même avoir, c'est ceci. Si vous voulez suivre la trajectoire de quelque chose dans un espace à un nombre quelconque de dimensions, prenons 3 dimensions pour rester dans des choses que nous sommes capables d'appréhender. Si je veux décrire la trajectoire de la pointe de mon crayon comme ça, dans l'espace, il me faut donc les coordonnées, x, y, z, du point que je veux suivre à travers le temps. Mais on peut montrer aussi que si vous avez, au lieu de ces coordonnées, alors si c'est un espace à une dimension, il vous faut donc les n coordonnées, évidemment, du point. Si vous pouvez remplacer ça par le suivi d'une seule des coordonnées, x, mettons, et il y a équivalence entre donc la série des coordonnées du point à chaque instant et la série formée de la valeur de cette coordonnée à un moment donné, mais aussi de sa première dérivée et de sa jusqu'à sa n-1e dérivée. Il y a une équivalence formelle entre les deux. Et de même, on peut aussi du coup montrer que si vous suivez la valeur d'x de t, puis quelle était sa valeur en t-1, en t-2, etc., jusqu'à t-n-1, vous avez aussi toute l'information nécessaire pour décrire le processus. Alors c'est ce principe-là qui est utilisé, et on va voir une représentation d'un indice de fécondité, une taux de reproduction, dans un espace à 3 dimensions, puisque ça c'est facile à voir, mais l'idée c'est qu'on peut très bien avoir aussi d'autres coordonnées. On peut prendre par exemple à chaque instant le revenu moyen par habitant,
ou le revenu moyen, le PIB, enfin ce qu'on voudra. Admettre que derrière le modèle, il y a ces variables-là aussi, et on peut les suivre et voir un petit peu ce qui se passe. Alors ça suppose d'entrer dans des mathématiques que je ne ferai pas ici, je vais en rester donc à cette représentation à 3 dimensions. Alors, ici, c'est ce qui est modélisé, si je puis dire, ou représenté plutôt, c'est le nombre de filles nées vivantes pour 100 femmes, donc le taux de reproduction brut. Quand il doit se promener autour de 100, disons, grosso modo. Alors, vous avez un axe là qui vous représente la valeur en t, un axe ici qui vous représente la valeur en t-1, et ici en t-2. Donc, chaque année d'observation, ça c'est la France, vous donne un point que vous positionnez dans cet espace. Alors, l'étude commence dans les années 30, et on voit qu'on se promène dans cette zone-là, 33, 34, etc. On a encore 40, 41, 42, 43, et puis hop, brusquement, on va décoller. C'est l'après-guerre. Donc, qu'est-ce qui se passe entre 45 et 46 ? Eh bien, le taux, l'indice de fécondité ici, fait un saut. C'est ce qu'on sait, effectivement. Du coup, comme il a fait un saut dans ce sens-là, l'année suivante, quand on va l'observer en 47, la mémoire sera de ce qui a été fait l'année précédente. Donc, on va avoir un grand déplacement ici. Et l'année suivante, ce sera la mémoire de l'année N-2, donc on va avoir un grand déplacement vertical. Donc ce processus-là décrit finalement le simple fait qu'il y a eu une montée forte entre 45 et 46. Alors on arrive comme ça à un nouveau niveau de fécondité, bien sûr c'est le baby-boom, la fécondité est plus élevée, et on y reste un bout de temps, c'est ce qu'on a effectivement observé. Sauf qu'il y a un moment où ça décroche. Et quand ça décroche, ça redescend pratiquement au niveau de départ. Et à nouveau, on tourne ici, on est, vous voyez, 89 ici, je ne sais pas quelle est la dernière valeur, on tourne autour. Donc, qu'est-ce que ça montre ? C'est une façon pour le moment qui est purement descriptive. Ça montre qu'il y a des états qu'on peut qualifier de stables, on peut se promener, on peut fluctuer un peu autour de cet état-là, et puis par moment, il y a un décrochement brusque, ici un décrochement à la hausse, et qui vous amène à un nouvel état, où vous allez pouvoir rester aussi un certain temps. Dans ce cas-là, pour la montée, ça a été un décrochement très brutal. Effectivement, le baby-boom en France a été très, très rapide, alors que la baisse, à partir des années 68-69, a été plus progressive. Et ce que l'approche mathématique permettra d'approfondir un peu, c'est justement de voir quelles sont les conditions de stabilité dans ce qu'on appelle ces noyaux. Et en particulier, si on peut définir des bords de noyaux, des zones où ça devient dangereux de mettre le pied, parce qu'on risque de partir à ce moment-là pour un changement très important. Donc là, il faut davantage de mathématiques, mais on retrouve donc un petit peu un schéma comparable d'une certaine façon à ce qu'on a vu précédemment. Ici, on n'a pas forcément de notion de cycle. Certes, ici, on a l'impression qu'on fait une boucle. On a tourné en rond. Bon, mais la théorie ne dit pas forcément que la prochaine étape, c'est à nouveau celle-là. On constate qu'on avait ici un système plus ou moins stable, ici un système plus ou moins stable. On en est sorti comme ça. Peut-être qu'on aurait pu en sortir autrement. Là, c'est un peu plus compliqué et le modèle ne peut pas vous donner une prévision très très simple. Donc la limite, disons, est aussi un petit peu liée au fait qu'il faudrait étudier ces processus sur très longues périodes. Or, sur très longues périodes, les facteurs en cause deviennent très importants. Vous avez la guerre de 14-18, ça flanque un gros coup à la courbe, on comprend bien les raisons. Donc, ça ne rentre pas dans une théorie normale, si je puis dire, ordinaire. C'est un événement exceptionnel, les hommes sont mobilisés, on ne peut plus faire d'enfants. C'est donc une situation tout à fait exceptionnelle. Donc sur longue période, on se heurte un peu d'une part à ces accidents difficiles, pour lesquels on a une explication complètement exogène, et puis aussi au fait que les facteurs évoluent au fil du temps. On va le voir à propos des paramètres économiques. Donc voilà un autre graphique pour vous montrer que ça marche dans un autre pays qui a traité Noël Bonneuil, et c'est un schéma comparable, sauf que là, la montée 41, 42, 43, 44 a été justement un peu plus progressive. Ça n'a pas été aussi brutal que dans le cas de la France. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a des pistes de ce genre-là.
qui permettent d'essayer donc d'explorer un petit peu la dynamique interne de ces processus, même si par ailleurs, comme je vous l'ai dit, on peut aussi intégrer après des variables de nature économique. Alors on passe à 4-5 dimensions, donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Alors j'en arrive maintenant aux interactions entre démographie et économie. Et ça sera beaucoup prolongé par la présentation de Didier Blanchet tout à l'heure. Là aussi, donc, je vais prendre 4 exemples. Et le premier, c'est le processus d'interaction entre population et ressources qui est étudié depuis longtemps. Si on remonte bien au-delà encore des premiers économistes, il est évident qu'aux âges préhistoriques, la principale réponse pour les populations à une agression externe, quelle qu'elle soit, c'était la migration. Donc en particulier les changements climatiques faisaient que la nature des sols se modifiait. S'ils étaient recouverts de neige, il valait mieux aller se faire voir plus au sud. Et inversement, quand la neige fondait, les glaces fondaient, on pouvait remonter un peu plus au nord. Donc là, on voit qu'il y avait une interaction évidente passant par le problème des ressources et évidemment que des populations qui se trouvaient dans des zones moins propices à la production, du coup, étaient probablement sujettes à une mortalité plus forte, notamment. Alors, quand les populations se sont établies de manière plus permanente, avec l'arrivée de l'agriculture, il y a quelques milliers d'années, à ce moment-là, un paramètre important est devenu la densité d'occupation des sols. Puisque du coup, ce sont les personnes qui vivent sur un territoire qui doivent assurer leur production et l'alimentation donc, de l'ensemble de cette population, puisqu'on n'a plus la ressource d'aller se déplacer à droite ou à gauche. Alors, on a du coup développé des modèles qui relient, par exemple, le taux de croissance de la population à la densité. Bon, si on parle de densité, c'est comparable pratiquement à l'effectif de la population. Si l'espace reste le même, donc ce qu'on suit, c'est l'effectif de la population. Et sachant que cette relation peut être médiatisée donc, par une variable économique du type prix des céréales. Dans le passé, on sait que les prix des céréales étaient un facteur, effectivement, qu'elles fluctuaient beaucoup. Il y avait des années de crise de production alimentaire qui entraînaient des crises de mortalité. Donc, c'est effectivement une variable importante. Ou bien le niveau des salaires, si on est déjà dans une économie plus moderne et salariée. Alors, on observe effectivement assez souvent une corrélation négative entre la fécondité, et la fécondité elle-même donc détermine la croissance, et la densité. Et donc, dans ces conditions, une diminution de la population totale sous l'effet d'une contrainte externe, une crise forte, eh bien, ça allège la pression sur la ressource. Si la ressource elle-même se reconstitue, bien sûr, les années suivantes, eh bien, ça peut permettre une croissance démographique plus élevée pendant un certain temps. Donc, on a là un autre mécanisme de récupération. Alors, Ron Lee a notamment étudié cela en longue série et il faisait l'hypothèse d'une réduction de 20% de la population. Donc 20%, c'est beaucoup. Je vous rappelle tout à l'heure, je disais qu'une crise de mortalité de 100% en augmentation de décès, ça faisait à peu près 5% de diminution de la population. Donc une crise de 20%, c'est ça répété 4 fois, ou bien une crise encore plus forte. Bon. Donc c'est un choc assez violent. Donc faut pas espérer, on ne l'aurait pas récupéré par le biais de la nuptialité, par exemple, dans le schéma précédent. Donc là, ce qui montre, c'est que si on étudie la situation dans le long terme, eh bien, la population peut finalement récupérer à peu près la moitié de la perte en 70 ans. Donc il faut du temps, et c'est seulement la moitié. Et ça passe donc par une amélioration de la production, plutôt de la disponibilité par tête des produits alimentaires après le choc de mortalité. Dans son étude, il montre que c'est un processus qui peut entraîner des fluctuations, amorties plus ou moins vite. Il faut regarder vraiment dans une très longue période, plusieurs centaines d'années. Et là, on retombe sur la question de savoir si, pendant plusieurs centaines d'années, les conditions externes sont restées absolument identiques. Oui, on peut récupérer certains cataclysmes démographiques dans une certaine mesure, pas en totalité. Plus récemment, un volcan de Lutz a fait un calcul un peu semblable, mais là, le contexte était non plus celui de populations historiques, mais des populations africaines contemporaines. Et il prenait aussi une hypothèse de réduction de population de 20%,
Et là, il avait un résultat plus optimiste, puisqu'il récupérait entre la moitié et la totalité dans un délai un peu plus court. Bon, ça passe par des hypothèses économiques différentes sur les capacités d'améliorer la production agricole. Alors, ça amène aussi à une question plus générale, qui est la population en tant que variable endogène dans les modèles économiques. J'avais rappelé dans la leçon inaugurale que pour Adam Smith et certains de ses contemporains, la croissance économique ne pouvait pas être éternelle. Elle était appelée à se ralentir, principalement en raison d'une loi de rendement décroissant ou non proportionnel qui entraînerait une baisse des salaires. Et alors, dans l'hypothèse de Smith, ça entraînait une réduction spontanée de la fécondité. Donc, ce n'était pas une vision catastrophique, puisque les gens s'ajustaient en fonction de cette évolution économique et faisaient moins d'enfants. Et donc, du coup, il n'y avait pas de grosse crise. Malthus, lui, au contraire, va dire que les gens ne s'ajustent pas si vite que ça, et donc il y a des risques de crise forte. Alors, la façon dont il a abordé ces questions est assez riche, en fait. Il ne faut pas s'en tenir simplement au schéma initial qu'on cite souvent. Je vais vous en faire une présentation, mais je pense que Didier Blanchet en fera une autre tout à l'heure, dans laquelle donc, les hypothèses de base sont que la natalité augmente avec le revenu. Donc ici, vous avez le revenu. La natalité augmente avec le revenu. Donc c'est l'idée, si les gens ont plus de ressources, ils peuvent faire plus d'enfants. Qu'au contraire, la mortalité va diminuer avec le revenu, principalement parce qu'à l'époque, si on a des revenus meilleurs, on peut se nourrir mieux, et donc on va avoir une mortalité plus faible. Et puis, le troisième élément, qui figure sur l'autre graphique ici, qui relie la population au revenu, ça c'est une hypothèse forte, c'est que le revenu par habitant diminue quand la population augmente. Relation négative. Donc c'est ça qui va provoquer des problèmes dans le schéma malthusien. L'équilibre se situe normalement par ici, c'est-à-dire que si vous vous éloignez de cette situation-là, vous avez des forces de rappel qui vous ramènent à la situation de croissance zéro, c'est-à-dire de natalité égale à la mortalité. Et ce qui est plus intéressant, c'est de voir que même si vous prenez en compte le progrès technique, alors le progrès technique, c'est quelque chose qui va faire que vous allez améliorer votre relation entre population et revenu, par exemple. Alors, vous allez pouvoir avoir un revenu plus élevé à population identique. Donc, je vais déplacer la droite ici, je vais déplacer vers la droite à cause du progrès technique. Mais alors, de ce fait, la population initiale étant celle-ci, le revenu augmente, tant mieux. Seulement, le problème, c'est que ça fait des effets négatifs là-haut, puisque vous avez un accroissement de population. L'écart entre natalité et mortalité, c'est l'accroissement de la population. Donc, ça va vous ramener, sur le long de la droite, sur une population plus élevée par ici. Et au total, qu'est-ce que vous aurez gagné ? Vous aurez gagné que l'augmentation de la productivité a permis d'augmenter la population totale qui peut vivre sur le territoire. Bon. Mais par contre, elle n'a pas amélioré la situation des individus et elle n'a pas eu d'effet ni sur la mortalité ni sur la fécondité. Bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle parfois la trappe malthusienne, c'est-à-dire le fait qu'on est constamment ramené à cette situation d'équilibre, un peu quoi qu'on fasse. Alors ça a été discuté et après lui. On ne peut en sortir en fait que soit en déconnectant la natalité du revenu, c'est-à-dire en ne gardant pas cette fonction absolument croissante, cette idée que, donc, au cours du processus de transition dans lequel finalement les revenus ont quand même augmenté, il y avait un développement économique, effectivement l'histoire a montré que la natalité n'a pas systématiquement augmenté. Les gens ne faisaient pas de plus en plus d'enfants parce qu'ils étaient de plus en plus riches. La situation a été plutôt inverse. Donc cette loi-là, on voit bien qu'il faut à un moment donné en sortir, et ça permettra effectivement de sortir de la trappe malthusienne. Il y avait aussi un facteur qui n'était pas bien pris en compte, qui est l'accumulation du capital, et qui complique la présentation des modèles. Alors, on s'est beaucoup intéressé à tous ces mécanismes de régulation, bien sûr, c'est une branche de l'économie, donc encore une fois, vous allez en entendre parler dans un instant, avec des modèles un peu plus compliqués. Les variables démographiques, qu'est-ce qu'on utilise là-dedans ? Évidemment, la population en tant que telle, mais aussi le taux de croissance, la densité, je l'ai dit. Mais on peut aussi s'intéresser à la population d'âge actif, parce que c'est elle qui va potentiellement dynamiser l'économie, ou bien alors la population effectivement employée,
que si on a des gens d'âge actif mais qui sont chômeurs, ça n'aide pas beaucoup, avec donc des interactions entre les diverses variables. Côté économique, on va s'intéresser à la richesse produite, donc le PIB, éventuellement par habitant, et le niveau de salaire également moyen, mais aussi l'accumulation du capital, la productivité du travail. Donc on rentre dans toute la logique économique. Alors, dans l'ensemble, pour résumer les choses pour le moment simplement, il semblerait qu'il y ait en compétition deux arguments opposés. Et ceux qui disent qu'une population plus nombreuse favorise les économies d'échelle et aussi l'innovation, donc finalement la croissance économique. L'idée, c'est que si vous avez une population plus nombreuse, vous pouvez développer un marché intérieur pour un certain nombre de produits, alors que ce marché n'existe pas tant que vous avez quelques centaines, quelques milliers d'habitants. Du coup, effectivement, ça pousse à innover, puisque vous pouvez inventer de nouveaux marchés constamment, et donc ça pourrait pousser la croissance économique. Donc la corrélation serait positive à ce moment-là entre l'économie et la population. Mais d'autres disent que le taux de croissance démographique élevé, ou une fécondité élevée, ça a un effet négatif sur la croissance économique. Parce que, par exemple, les pays en développement qui ont un taux de croissance très important, ça veut dire qu'il faut qu'ils investissent dans le domaine de l'école, des soins, etc. Et ce qui est mis là n'est pas véritablement de l'argent qui permet d'améliorer le système économique dans sa globalité. Donc, de même que les familles aussi doivent faire face à des enfants plus nombreux, donc se débrouiller avec les moyens du bord, et pour certains, donc l'effet est négatif sur la croissance. Alors, pour chacun des analystes a tendance à privilégier l'une ou l'autre hypothèse, évidemment, et donc à attendre une corrélation tantôt positive, tantôt négative, entre la croissance démographique et la croissance économique. Alors on a à un moment donné beaucoup construit de graphiques permettant d'étudier de façon très rustique, si je puis dire, la corrélation entre ces indicateurs, donc la croissance démographique d'un côté et la croissance économique de l'autre. Jean-Claude Chenet avait repris les données pour près de 80 pays en développement, et il avait montré qu'il y avait plutôt une corrélation positive entre la croissance démographique et la croissance du PIB pendant la période 1960-70, et qu'avec le même ensemble de pays, on avait une corrélation négative dans la décennie suivante. Donc ça suggère que le processus est un peu plus compliqué et qu'aux divers stades de la transition démographique en particulier, on peut avoir, il doit y avoir en jeu d'autres facteurs. Alors, il y a un autre problème aussi, c'est de bien distinguer les effets de court terme et de long terme en économie, spécialement ici. Une naissance de plus, ça coûte. Ça coûte à la famille, ça coûte à l'État. Ça va coûter comme ça pendant 15-20 ans. Mais après, ça va rapporter, si la personne participe à l'activité économique. Donc si vous faites un bilan sur 15 ans, vous allez dire c'est une catastrophe d'avoir des enfants. Si vous faites un bilan sur 40 ans, vous ne direz plus la même chose. Et puis après, quand ils deviendront plus âgés, ça sera à nouveau une charge. Donc on voit bien que c'est assez important de prendre en compte cette structure démographique pour faire l'étude de la relation entre économie et population. D'autant plus que ce qui complique un peu les choses, c'est qu'une population qui est à forte croissance à un moment donné, il y a beaucoup de chances qu'elle l'ait été depuis longtemps. Du coup, vous avez à la fois des paramètres qui jouent de court terme qui sont plutôt défavorables, mais aussi des paramètres de moyen terme qui, eux, peuvent être maintenant plus favorables, puisque la population était croissante déjà depuis un moment. Ça ouvre aussi à une idée sur laquelle Didier reviendra, qui est ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité, qui est, de façon très simple, l'idée que si à un moment donné du processus de transition démographique, vous avez une fécondité dans la mortalité qui baisse, ça c'est une première hypothèse, mais elle baisse en général, essentiellement, aux âges jeunes et adultes. Et puis, donc, une fécondité qui elle-même baisse, ça veut dire que vous allez avoir une période dans laquelle, grâce à la baisse de la fécondité, il n'y a pas trop d'enfants, donc la charge qu'il représente n'est pas trop élevée, et comme le processus de vieillissement n'a pas encore eu le temps de produire ses effets, parce que c'est l'arrivée de ces générations qui progressivement fera vieillir la population, vous n'avez pas encore trop de personnes âgées. Vous restez autour de 5% à peu près, comme on l'a vu.
donc cette période-là a été appelée parfois donc, la fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire il y a un moment dans la transition démographique pendant lequel, effectivement, du point de vue macroéconomique, la situation est plutôt favorable. Donc ça mérite d'être examiné. Ce qu'il faut bien voir, évidemment, c'est que c'est favorable à condition qu'on soit capable de rendre productifs les personnes d'âge actif. Si vous avez plus d'âge actif relativement aux jeunes et aux personnes âgées, mais qui ne travaillent pas, ça n'avancera à rien. Donc, ça, c'est un des aspects de cette question de l'effet de la structure par âge. Il faut le voir en dynamique aussi, et pas seulement, à un moment donné, en transversal. Alors, il y a deux auteurs qui avaient passé, on pourrait trouver d'autres, mais deux économistes qui avaient passé en revue un grand nombre de ces modèles, et leur conclusion générale était que les deux effets que j'ai évoqués tout à l'heure, qui étaient un peu contradictoires, font que les corrélations simples qu'on construit, effectivement, en général, sont souvent peu significatives. On est à un niveau trop macro, trop agrégé, et ça ne donne pas de résultats clairs. Et la deuxième conclusion, c'est que les économies d'échelle et le progrès technique, qui sont donc dus à une population plus nombreuse, en général, l'emportent quand même un peu sur les inconvénients de la forte croissance démographique. Bon, c'est un résumé très, très global, c'est ce que font les auteurs, mais bien entendu, ils le nuancent. En particulier, je l'ai dit, les relations changent probablement avec les stades de développement des pays qui traversent successivement. Bon, ça, vous allez en entendre davantage tout à l'heure. Alors, troisième aspect, je reviens à nouveau sur des processus potentiellement cycliques, avec variables économiques. Tout à l'heure, on a vu que dans le cas de la présentation que j'ai faite de l'hypothèse d'Easterlin, on pouvait imaginer qu'effectivement, si la relation est vraie, ça entraîne des cycles dans les niveaux de la fécondité. En fait, Easterlin c'était l'aboutissement en quelque sorte de sa réflexion. Il était parti de travaux qu'avait fait aussi un autre chercheur américain, Groman, qui était basé plutôt sur l'hypothèse du revenu relatif. Donc on retrouve un peu l'idée qu'au moment où les adultes arrivent sur le marché du travail, ils essaient de se faire une idée de la situation. Mais là, l'idée c'est qu'ils se comparent à la génération précédente, donc à leurs parents, c'est ça qu'ils connaissent. Donc quelle était la situation familiale, quel était le niveau de vie dans leur enfance, leur adolescence. S'ils ont l'impression qu'ils entrent dans un monde économique dans lequel ça sera plutôt mieux, ils seront optimistes. Si au contraire ils ont l'impression que ça ne s'arrange pas, ils seront plutôt pessimistes. Donc cette hypothèse a été testée avec des séries, évidemment il faut disposer de séries un peu longues sur les salaires, et notamment pratiquement depuis 1900, il faut le tester sur un siècle. Ça a rencontré un intérêt certain parmi les démographes et les économistes. Et puis après, il en a donc tiré l'hypothèse purement homéostatique et interne qu'après tout, une autre façon de résumer la situation, plutôt que de prendre le revenu relatif, c'est de prendre le rapport des effectifs des personnes plutôt âgées par rapport aux personnes, plutôt âgées d'âge actif, par rapport aux plus jeunes d'âge actif. Bien, donc dans ces cas-là, si le modèle marche, et dans certains cas on peut montrer qu'en effet il peut marcher, on peut montrer aussi qu'il va engendrer probablement des processus cycliques. Alors, Easterlin, pour la petite histoire, avait poussé cette hypothèse assez loin. Dans les années 70, donc, surtout au moment donc, de l'arrêt de la baisse de la fécondité, son hypothèse avait rencontré un grand succès, elle était très simple, et du coup il l'avait un peu généralisée. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Birth and Fortune, qui est un très beau titre, parce que fortune est pris dans les deux sens, à la fois de la richesse et puis du destin. Donc pour montrer que votre destin dépend beaucoup de la génération à laquelle vous appartenez. Est-ce qu'elle était plutôt réduite par rapport aux générations encadrantes ou précédentes, ou plutôt élevée? Et à partir de là, il déroulait tout un ensemble de conséquences, alors bien sûr en termes d'emploi, de fécondité, de mariage, mais aussi de violence dans la société, des paramètres de divorce même. Bon, donc c'était un peu poussé loin le bouchon, là je crois, et on a un petit peu oublié cet aspect-là du travail d'Easterlin. Alors, par contre, Ron Lee, lui, que déjà cité, et que vous entendrez au cours du séminaire du colloque de juin,
avait... pardon, je ne suis pas encore là, oui, je n'ai pas l'autre. A étudié aussi de façon plus formelle et empirique donc la possibilité de ce cycle induit par des mécanismes donc, à la Easterlin. Et il a conclu que, effectivement, ce mécanisme d'autorégulation, c'est-à-dire l'élasticité de la réponse démographique à une variation de la variable économique, elle est assez forte pour qu'on puisse déceler effectivement l'existence de cycles. Bon, le problème, comme je l'ai dit, c'est que quand on travaille sur des théories de cycles, il faut avoir quand même un temps d'observation qui dépasse la longueur du cycle. Si vous avez juste un demi-cycle ou un cycle tout entier, bon, c'est un peu juste pour dire, voilà, j'ai démontré une loi permanente, il faut en avoir plutôt 2, 3, 4. Donc il faut pouvoir travailler sur des dizaines et des dizaines d'années, et comme je l'ai dit, donc sans perturbation majeure, donc c'est un problème sérieux. Bon, tout ceci, vous allez le découvrir dans un instant. Je passe à un quatrième et dernier modèle, donc, que j'avais déjà aussi évoqué, c'est ce fameux modèle du Club de Rome. Alors pourquoi est-ce que j'en parle ? Ce n'est pas pour lui faire une publicité exagérée, on va voir qu'il n'a peut-être pas été extrêmement utile, mais c'est quand même un des rares exemples de traitement intégré, alors pas tellement économique finalement, comme on va le voir, donc c'est une critique qui a été faite, mais quand même intégrant des évolutions importantes pouvant entrer en relation avec les évolutions de la population. Alors, et puis c'était donc un gros modèle. Donc les variables de base, quelles étaient-elles ? Il y en avait 5. C'était les ressources alimentaires, bien sûr. La première chose, c'est qu'il faut que nous puissions nourrir l'ensemble de la planète. Donc ça, c'est tiré annuellement du stock de terre disponible et de la production agricole. Je pense que je reviendrai dans le dernier cours sur les prévisions actuelles que l'on fait en la matière. Donc il faut faire des hypothèses là-dessus. Or, leurs hypothèses, c'était évidemment, il y a un stock de terre limité, ça oui, on sait bien que les surfaces de la terre sont limitées, encore que les surfaces actuellement cultivées ne représentent qu'une toute petite partie du total, et il y a des discussions pour savoir jusqu'où on peut étendre cette petite partie. Est-ce qu'on peut multiplier par 2, par 3 ? Bon. Donc il faut faire des hypothèses là-dessus, et des hypothèses sur la productivité. Et là aussi, ce n'est pas totalement évident, et notamment à cause des interactions qu'on va voir. Deuxième variable clé, les ressources naturelles. Pétrole, énergie, pétrole, charbon, et puis les métaux. Donc ça, c'est puisé dans les réserves qui nous sont proposées par la Terre. Et évidemment, l'idée déjà à l'époque, c'était que ces réserves sont forcément en quantité limitée. Donc les auteurs faisaient des hypothèses sur ces quantités, et on déduisait que si la croissance économique continuait à un rythme élevé, il y a un moment où elle buterait sur l'insuffisance des ressources naturelles. Vaste sujet aussi. Et notamment parce que, dans l'absolu, le raisonnement est tout à fait exact. Il y a une limite à l'extraction des ressources naturelles. En même temps, le niveau de ressources que l'on connaît à un moment donné n'est pas un niveau absolu. Ça résulte des efforts qu'on a faits pour chercher ces métaux ou ce pétrole. Et on fait des efforts de façon à, si possible, se prémunir sur la demande, pour la demande des 10, 15, 20 ans à venir, pas forcément pour tous les siècles à venir, parce que ça coûte cher de prospecter. Donc, ils ont eu des hypothèses qui étaient, notamment pour les métaux, certainement trop pessimistes. Mais le problème de fond reste posé quand même. Alors, la production industrielle, ça c'est le moteur de l'économie, avec l'évolution du capital productif. Alors, cette production industrielle, elle dépend de la disponibilité de ressources. Si vous n'avez plus de métaux, la production s'effondre. Et puis, elle va générer de la pollution. Ce sera la variable d'après, le degré de pollution, ses conséquences sur la détérioration de l'environnement et sur la santé. Et donc sur la mortalité. Et puis, évidemment, la population mondiale. Alors, une originalité par rapport au modèle d'avant et d'après, outre qu'ils prennent en compte donc, de façon ambitieuse un grand nombre de variables, c'est qu'aucune n'est privilégiée. Tout ça est en interaction, et on ne dit pas qu'on s'intéresse plus particulièrement, a priori, à la population ou à autre chose. Alors, pour faire fonctionner le modèle, les relations ne sont pas directes entre chacune de ces 5 variables. Donc, en fait, il y a 80 variables à peu près dans le modèle qui permettent de décrire plus en détail ces 5 grandes variables regroupées, et elles sont toutes reliées par des relations causales. Alors, j'ai annoncé à vous présenter le schéma, c'est sur 2 pages, donc en projetant, vous ne verriez plus que des petits points noirs avec des traits dans tous les sens. Imaginez 80 points avec pratiquement des relations presque partout. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de relations et qu'il faut les connaître. Il faut les estimer.
Et ça, à l'époque, c'était quand même assez sportif. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'était pas capable encore d'établir des relations, et même aujourd'hui, on n'est pas toujours capable d'établir des relations. La pollution et la mortalité, on se doute qu'il doit y avoir une relation. Maintenant, on est encore très très loin de pouvoir la quantifier véritablement, d'autant que quand on fait des extrapolations sur des grandes périodes, ça veut dire qu'on rentre dans des zones inconnues. Personne ne sait ce que ça veut dire vivre dans une pollution 10 fois plus élevée que celle que nous connaissons aujourd'hui. Bon. Donc c'est assez difficile d'établir des relations et elles sont pourtant indispensables dans le modèle. Donc ce modèle gère l'ensemble des relations. La méthode, c'est ce qu'on appelle la dynamique des systèmes. Ça consiste à écrire un ensemble d'équations qui permettent de relier les variables entre elles, sachant qu'elles peuvent toutes interagir les unes avec les autres, avec éventuellement des effets de décalage dans le temps. Alors, si on prend simplement le sous-modèle démographique, comment il fonctionne concrètement? Bon, il faut évidemment une mortalité et une natalité. Il n'y a pas de migration puisqu'on est à l'échelle mondiale. Pour la mortalité, eh bien, elle dépend des ressources alimentaires. S'il n'y a plus de quoi manger, bon, problème. Et du degré de pollution, je viens d'en parler. Mais aussi du niveau de surpeuplement déjà atteint. Donc là, on revient sur une relation entre densité et croissance démographique. Donc on a vu que ce n'était pas simple, là aussi, de trouver une loi bien établie. Elle dépend aussi, cette mortalité, logiquement, des efforts déployés par les services de santé. Donc, pour que les services de santé fonctionnent, il faut que l'économie soit capable de donner de l'argent aux services de santé. Si elle se casse la figure, ces services vont se casser la figure aussi, et donc la mortalité risque d'augmenter. Quant à la fécondité, on pose le fait que les gens souhaitent un certain nombre d'enfants, et que ce nombre d'enfants est défini par l'espérance de vie et le niveau de vie. Alors, relié à l'espérance de vie, on vient de voir que là aussi, ce n'est pas évident du tout. On ne sait même pas si la relation est positive ou négative. C'était des hypothèses qui étaient tout à fait discutables. Et même remarque pour la relation avec le niveau de vie. Et puis, ça dépend. Bon, les gens veulent un certain nombre d'enfants, il faut qu'ils soient capables d'éviter d'en avoir plus, donc qu'ils aient à leur disposition des moyens de contraception. Et ça renvoie aux services de santé qui sont supposés les distribuer. Voilà, alors ça permet de voir comment on va finalement gérer les variables démographiques. Il en résultera un effectif de la population, et cet effectif va de même interagir sur d'autres variables. Par exemple, en fonction de l'évolution démographique, la population active va évoluer. Il travaille avec 3 grands groupes d'âge, donc jeunes, actifs et retraités. Donc, puisque c'est cette population active qui pourra faire marcher la machine économique ou pas, le degré de pollution va aussi jouer en sens inverse, c'est-à-dire qu'une plus grande population est supposée consommer davantage et émettre davantage de polluants, donc ça va augmenter le taux de pollution, qui lui-même après agira sur la mortalité. La production disponible par habitant, etc. Donc vous voyez ce genre d'interaction assez complexe et pour lesquelles à chaque fois il faut disposer de variables précises. Alors, tout ceci étant posé, à quoi ressemblaient les résultats? Donc voilà les courbes qu'on a trouvées dans tous les journaux presque à l'époque. Donc le problème c'est que ce sont des listings d'ordinateurs de l'époque, donc nous sommes dans les années 70. Les procédés n'étaient pas encore très brillants pour produire des graphiques. Donc les courbes sont représentées en fait par des points et chacun c'est l'initial en général. Donc B par exemple c'est le birth rate, donc le taux de natalité. D c'est le death rate, etc. Bon, puis ils ont rajouté quand même quelques repères dessus. Mais il n'y a pas toujours les échelles non plus. Mais il n'y a pas d'échelle puisqu'il y a beaucoup de courbes sur la même graphique. Donc il faudrait revoir l'échelle de chacune. Donc moi j'ai reconstitué l'échelle pour la population uniquement. Et puis l'échelle des temps, ça va de 1900 à 2100. Donc en principe, ils devaient caler un peu leur modèle sur les années 1900-1970, et puis ensuite le faire tourner en projection. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le résultat du scénario standard. Scénario standard qui, en fait, est un peu continuation, comme on est, le business as usual, comme disent les Américains. On ne change pas grand-chose, et puis on voit ce qui se passe. Alors dans leur scénario, évidemment, on voit que les ressources diminuent, ça va être le cas partout. Les ressources alimentaires elles-mêmes atteignent un plafond et après s'effondrent.
Donc après, où est-ce qu'elles vont les ressources alimentaires, food per capita, c'est un trait, c'est celui-là peut-être, je sais plus, ou celui-là, peut-être même celui-là, c'est pire encore. La production industrielle bute aussi sur la limite des ressources en matières premières. Alors, elle a fait de la pollution, mais bon, pas trop. L'effet de la pollution va être un effet retard. Là, c'est pas ça qui va être dramatique. Mais par contre, la baisse de production, la baisse de ressources alimentaires, évidemment, fait que la population qui augmentait bravement va brusquement plafonner. Nous sommes là en 2050 à peu près, à un peu moins de 12 milliards d'habitants. Bon. Donc leur scénario de référence, c'est quand même un scénario un peu dépassé aujourd'hui, puisqu'on l'a vu abondamment. Si on ne fait rien du point de vue démographique, on a l'impression qu'on ira vers 9 milliards d'habitants. Alors certes, on peut avoir une catastrophe à un moment ou à un autre, mais sinon le potentiel maximum pour le moment il serait plutôt autour de 9 milliards. Alors après, ils explorent divers scénarios en disant bon ok, là c'est le scénario, on ne change rien, on continue comme avant, mais maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe si on prend les choses en main. Par exemple, pour les ressources naturelles, allez, je vous les multiplie par 2, par 3, par 4 les réserves, et puis où est-ce qui se passe. Bon, alors effectivement, la courbe est décalée vers la droite, ici, par rapport à la précédente, elle est plus décalée vers la droite. Mais de toute façon, si vous multipliez par 2, par 3, par 4, vous avez un plafond absolu, à un moment donné. Donc, ça va continuer à créer des problèmes. Cette fois-ci, la pollution va s'emballer, mais un peu aussi avec retard, donc ce n'est pas ça qui va être l'élément déterminant. C'est toujours cette question de ressources et de ressources alimentaires aussi, puisque, comme je l'ai dit, on limite en termes de surface et en termes de productivité. Alors, dans ce schéma-là, on plafonne à 10 milliards. Donc, c'est un scénario encore plus pessimiste. Et alors, dans le précédent, on revenait après, alors on ne voit pas la fin, mais enfin, on était encore à 6 milliards en 2100, ça a diminué peut-être encore un petit peu. Ici, on descend à 3,5. Donc c'est plus sévère comme crise. Et puis j'en ai un troisième exemple, je crois, pour montrer que ça peut commencer à devenir un peu compliqué à suivre. Dans ce modèle, on suppose que les ressources sont sans limite, ce qui n'est pas tout à fait vrai, elles ont quand même des limites. Qu'on contrôle la pollution, on essaye de ne pas trop polluer, qu'on améliore encore plus que ce qu'on avait dit la productivité agricole, et les couples ont exactement le nombre d'enfants qu'ils souhaitent, il n'y a pas d'échec. Alors les courbes fluctuent, vous voyez qu'il y a des problèmes d'échelle parce qu'elles sortent du graphique, on ne peut même pas tout suivre. Alors ce n'est pas les ressources effectivement qui posent un gros problème, les ressources naturelles, minérales. Par contre, qu'est-ce qui provoque le crash ici ? Ce n'est pas vraiment un crash, on arrive sur un plateau, ce qu'ils veulent montrer c'est qu'on peut arriver à des situations un peu mieux maîtrisées, malgré une fluctuation énorme du problème de la pollution. Là, ici, il n'y a pas d'effondrement global du système. Donc, on a un système qui est plutôt soutenable pour eux, mais à un niveau, je n'ai pas passé le chiffre ici, mais je crois qu'on est autour de 4 à 5. Tout à l'heure, on était à 12 à peu près à ce niveau-là. On est à un niveau de l'ordre de 6-7 milliards. C'est-à-dire que ça y est, on y est déjà. Donc, il est peu probable qu'on en reste à ce schéma-là. Voilà, on pourrait continuer comme ça un certain nombre de schémas, je ne vais pas tous vous les imposer. Voilà un autre encore qui permet, par une combinaison des paramètres plus généreuses, de stabiliser la population, mais toujours, c'est même encore un peu en dessous, là, je crois qu'on est à 4,5 milliards d'habitants. Donc, de toute façon, leur conclusion, c'était, 1, nous allons à la catastrophe, 2, on ne pourra pas l'éviter complètement, sauf mesures très 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 drastiques, et il faudrait à ce moment-là limiter la population à un niveau qui serait donc peu élevé, 4, 5, 6 milliards d'habitants. Donc ça, c'est déjà un scénario qui est maintenant dépassé. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au schéma de base, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 12 milliards, on n'y va pas. Le début de la courbe n'était pas trop mauvais, mais visiblement, ils ont sous-estimé la baisse possible de la fécondité. Et donc, aujourd'hui, ils devraient sans doute faire un scénario qui plafonnerait à moins de 12 milliards. De même que pour ce qui est des ressources minières, je l'ai dit, on serait déjà en état d'épuisement des ressources quasiment, donc, ou presque. Or, ce n'est pas le cas. On a des tensions, on a des gros problèmes, mais on n'est pas encore en situation d'épuisement de l'ensemble des ressources. Voilà, alors pour terminer, que conclure ? Premièrement, les processus purement endogènes,
sont quand même pas très convaincants. Donc, il faut un peu abandonner l'idée qu'on pourrait faire tourner la machine démographique en circuit fermé sans se préoccuper du reste du monde. Deuxièmement, alors, si on met le reste du monde sous la forme de l'économie, on voit que ce n'est pas simple, que ça dépend, bien sûr, des paramètres qu'on prend en compte, ça dépend du moment où on fait porter les études empiriques, ça dépend du fait qu'on ait ou non une perspective dynamique, parce que tout ceci est relié donc, aux évolutions des sociétés au fil du temps qui sont à prendre en compte. Certains auteurs concluaient que dans l'ensemble, les effets économiques des évolutions démographiques semblent plus importants que les effets démographiques des évolutions économiques. Et je ne sais pas si Didier Blanchet sera d'accord avec cette conclusion. Je vais maintenant lui céder la parole. Merci.